Dans cette dernière vidéo de la partie Enjeux planétaires contemporains, nous allons parler du sol. Nous allons voir que le sol est une ressource vivante mais fragile. Commençons par définir un sol en étudiant sa composition. Si nous mettons du sol dans de l'eau et que nous laissons décanter, voilà ce que l'on observe. Le sol est la couche la plus superficielle de l'écorce terrestre. Il est donc composé d'éléments solides, tels que des graviers, du sable, de l'argile, de l'humus, des débris végétaux et d'animaux, mais aussi d'air et d'eau. Il est également possible d'utiliser un appareil de Berlez pour étudier la faune du sol. Dans cet appareil, nous déposons de la litière sur un filtre placé sur un entonnoir. Les insectes, sous l'effet de la chaleur, vont descendre jusqu'à tomber dans l'entonnoir et on va pouvoir les récolter dans un récipient. On s'aperçoit alors que le sol est aussi un milieu de vie abritant une grande diversité d'espèces. Nous avons par exemple des myriapodes, des colamboles ou autres acariens. Intéressons-nous maintenant à l'organisation du sol. Un sol est organisé en divers horizons superposés dont l'aspect, l'épaisseur et la composition sont variables. Mais on retrouve en général toujours, en allant du bas vers le haut, une roche-mère, un horizon minéral, un horizon humifère, contenant de l'humus dont nous reparlerons tout à l'heure, et un horizon constitué de matière organique qu'on appelle également litière, et puis au-dessus, la végétation. Étudions maintenant la formation d'un sol. La première étape de la formation d'un sol est l'altération de la roche-mère. Il y a alors dissociation des minéraux et formation d'argile. Ensuite, des végétaux prennent racine. Ceci va constituer un apport de matière organique. Certains éléments chimiques vont ensuite être lessivés. La composition du sol peut alors se modifier. Enfin, les micro-organismes du sol le remanient également. Il est à noter que l'humus formé joue un rôle très important. Étudions alors le rôle de l'humus. L'humus est la partie supérieure du sol. Elle est principalement composée de débris végétaux plus ou moins transformés, donc de matière organique. L'humus se mélange avec les argiles formant le complexe argilo-humique. Il est chargé négativement. Les particules de ce complexe contribuent donc beaucoup à la fertilité et à la stabilité du sol. De plus, l'humus permet au sol d'avoir une meilleure capacité de rétention d'eau. Mais ce sol est une ressource fragile et donc menacée. Écoutons Claude et Lydia Bourguignon nous en parler. On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles et ces engrais chimiques minéralisent la matière organique. Donc en France, on est passé de 4% de matière organique à 1,3%. Puis voilà ce que ça donne, c'est qu'on a des sols qui prennent en masse et qui du coup ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors comme dit Lydia, on rentre dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols. Là, on va regarder ce sol qui, déjà rien qu'au niveau de l'aspect, n'a rien à voir avec les autres, est beaucoup plus compact et je pense qu'on n'aura rien dedans. On va attendre, mais on n'a pas de faune. Il n'y a rien. On a du mal à se dire que c'est un sol. Regardez, c'est complètement compact, c'est lunaire, quoi. C'est toute une chaîne, ce qu'on appelle un itinéraire technique de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labouré profond, mis des engrais chimiques et mis des pesticides, et cet ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols.
Ah oui, parce que la fertilisation, au départ, on a piégé les agriculteurs. La fertilisation, l'azote, le phosphore et le potassium, le NPK que tout le monde connaît, en fait, quand les agriculteurs ont commencé à le mettre, effectivement, ça a boosté, ça a augmenté les rendements de façon assez spectaculaire, parce que les sols avaient de la matière organique. Donc en fait, on les a leurrés, parce que les fertilisants ont entraîné cette chute de la matière organique. Donc ça a permis de bourrer le crâne aux agriculteurs et de ne pas leur dire. Donc on vous dit, ah, sans engrais chimiques, on ne va pas nourrir l'humanité. Mais on ne la nourrit pas en ce moment. Jamais il y a eu autant d'hommes qui sont morts de faim. Donc il faut qu'ils arrêtent de mentir. C'est faux. Les multinationales ne nourrissent pas l'humanité avec les engrais. Donc il faut arrêter de faire de la propagande. Et maintenant, ils ont une stagnation, voire même baisse des rendements. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus et parfois même, dans pas mal de zones, ils baissent. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur la planète, il y a une baisse de la production de céréales mondialement due à la mort des sols. Malgré une multiplication par 10 de la quantité d'engrais depuis 1950, maintenant les rendements ils stagnent. Alors que la génétique continue à donner aux agriculteurs des plantes qui normalement devraient continuer à augmenter leur rendement, mais on ne l'observe plus du fait de la mort des sols, qui est devenu le facteur limitant de l'agriculture. Il existe des moyens pour gérer de manière durable les sols. Là encore, Claude et Lydia Bourguignon vont nous expliquer comment. Tout notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre à l'agriculteur qu'il faut qu'il revienne à des itinéraires où en fait il va remettre de la matière organique dans les sols. Le système, c'est de ne jamais labourer et en fait l'agriculteur, il va faire qu'une chose, il va moissonner sa céréale ou la plante qu'il a semée. Il va essayer de garder les pailles les plus hautes possibles et directement dedans, là, dans cette végétation, avec un matériel approprié, un semoir à disque, il va semer directement dedans, un couvert. Les racines vont structurer, vont faire le travail du labour. En plus, on va nourrir la faune, les feuilles vont tomber, les plantes vont mourir, donc on nourrit la faune. Et directement dedans, après l'avoir écrasé, l'agriculteur va semer directement dedans la nouvelle graine. Ce semi-direct, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part, il faut qu'il gère, il faut qu'il réaccepte de faire de la rotation. Donc il faut qu'il connaisse bien son sol pour savoir quel type de rotation il va faire. Donc là, ça devient une agriculture, je dirais, plus scientifique. C'est une vraie réflexion. Pendant 3 ans, je vais faire ça. Donc il faudrait les accompagner, il faudrait qu'il y ait des itinéraires par les chambres d'agriculture. Là, on est vraiment dans une agriculture durable, parce qu'il y a moins de matériel, vous utilisez moins de fioul, on régénère les sols, donc vraiment au niveau du futur, il devrait y avoir même une obligation, je dirais, d'amener ces techniques-là, et que les pouvoirs publics travaillent sur les plantes de couverture et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité, et cette faune et ces microbes, c'est gratuit et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses. Voilà, cette vidéo clôt la partie enjeux planétaires contemporains. À bientôt.